plus ou moins. Je pense que c'est une maladie émergente, mais pour le moment, elle n'est pas hautement transmissible. Et après, dans cette infection émergente, on a les maladies qui sont connues, mais par contre qui s'épandent de façon assez exponentielle. Et par exemple, c'est le cas de la dengue. En fait, avant, c'était 70%, enfin, c'était même 80% des pays d'Asie. Et aujourd'hui, il n'y a pas que quelques cas autochtones décrits. Enfin, tous les ans en métropole, il y a des cas, enfin, métropole, Europe de manière générale, que ce soit Espagne ou Italie, ils ont des petites épidémies qu'ils arrivent à endiguer pour le moment. Mais en tout cas, ils ont tout ce qu'il faut pour que ça explose. Pareil pour le chic, en fait, ils ont le vecteur, etc. Donc la dengue, donc ça c'est des schémas que je vais peut-être vous rappeler lors du prochain cours, mais en gros il y a le cycle. Ce qui est intéressant de comprendre dans le cycle, c'est qu'il y a plusieurs types d'infections. La première infection, la deuxième infection qui parfois peut même être plus sévère. Et pourquoi? Parce que la première infection, en fait, le virus de la dengue, elle va sa cible, c'est tous les cellules de l'immunité primaire, donc cellules dendritiques, les monocytes, les macrophages. Et donc, il va infecter ces cellules-là. Donc, déjà, son hôte, il est déjà là. En fait, dès qu'il rentre par piqûre de moustique, en fait, c'est les premières cellules qui arrivent. Et donc, du coup, il peut se propager assez rapidement. Il va se multiplier dans le cytoplasme. Et quand il sort, en fait, il va à la fois sortir des virus complets, c'est l'objectif, mais aussi de l'antigène NS1. Alors, cet antigène NS1, il est intéressant parce qu'il va rentrer dans les TROD. Quand on fait des TROD dingues, et ben c'est avec ça qu'on peut savoir si c'est une infection actuelle ou pas. Mais en même temps, c'est cette particule-là qui va également faire des dégâts dans l'endothélium vasculaire et qui peut parfois causer des décès. Et lorsqu'on a une infection secondaire, en fait, c'est encore plus sévère parce que il peut y avoir des mécanismes liés aux anticorps. En fait, c'est ce qu'on appelle les anticorps facilitateurs. Et en fait, ces anticorps-là, ils reconnaissent le virus et facilitent l'entrée. En fait, ça phagocytose dans les cellules dendritiques, donc ce qui est normal parce que c'est leur rôle. Mais en fait, du coup, ça va accélérer la multiplication et la charge virale et la charge en NS1. Ce qui fait que souvent, les deuxièmes infections, elles sont plus graves. Alors, vous savez que maintenant, alors ce n'était pas le cas quand j'ai commencé à faire ce cours, mais maintenant, il existe des vaccins. Il y a un vaccin contre la dengue. D'ailleurs, l'HAS a recommandé pour toute la population de la Réunion, mais pour le moment, on n'a pas encore tout ce qui est remboursement, etc. Donc, c'est pas encore c'est pas encore effectif cette vaccination. Mais il existe un vaccin qui a l'air plutôt efficace, qui se fait en 2 doses, J0 et M3. Voilà, c'est le moustique qui transmet. Il y a un petit cycle dans le moustique de 8 à 10 jours où en fait il va s'infecter lorsqu'il prend le sang d'une personne infectée et après ça va passer tout son tube digestif et ça va enfin arriver dans sa glande salivaire et donc à chaque fois qu'il va piquer quelqu'un, il va le transmettre jusqu'au décès du moustique. C'est pour ça que quand on a une dengue ou un chic, c'est la même chose. Il faut essayer de ne pas se faire piquer pour pas transmettre. Et donc là, le risque aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'AIDS partout en Europe en fait. Et du coup, c'est quelque chose qui leur fait peur. Donc une infection émergente, en fait, c'est un peu comment on va s'articuler entre l'environnement, l'agent, l'hôte et comment on va se décliner la transmission là-dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en lien avec les modifications climatiques, la déforestation, la pression en antibiotiques, l'évolution démographique, l'urbanisation, en fait, il y a plein de choses qui changent. Et du coup, la relation entre les animaux, les microbes et les hommes change et on a plein de choses qui commencent à émerger, aussi avec les vols, etc. Donc, vous avez dans les maladies hautement transmissibles, vous avez un peu un
classement. Ah oui, c'est dans le bioterrorisme. Et donc, enfin voilà, vous avez toutes les fièvres hémorragiques virales, les maladies coronavirus transmissibles respiratoirement, tuberculose. Par contre, la grippe, c'est quelque chose qui est surveillé parce que justement, ça peut, c'est un virus, donc on va en parler tout à l'heure, et donc en fait, ça va muter. Et du coup, toutes les mutations peuvent conférer des avantages au virus. Et donc, la variole et l'impox, ça c'est le sujet aujourd'hui. Et puis, la peste, par exemple, qui est endémique à Madagascar. Et en 2019, par exemple, il y avait eu un signal parce qu'il y avait plus de peste dans sa forme pulmonaire à Madagascar. Donc, ils avaient peur que ça arrive ici. Au final, on n'a pas eu. Voilà. Et dans le cadre du bioterrorisme, eh bien, il y a une veille sanitaire, donc il y a une surveillance faite à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, et on essaye de surveiller un peu tous ces virus. Et donc, c'est là où il y a des catégories selon s'ils sont plus ou moins létales, si c'est donc en effet le virus de la variole, il est vraiment classé en catégorie A. Contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, mais en fait, c'est parce que ça dépend vraiment du clade et celui qui circule. En fait, le clade, c'est les différentes formes. En fait, vous avez des cours de virologie, hein. Donc, vous voyez vraiment le virus qui s'adapte. Et aujourd'hui, par exemple, on a un virus qui est très transmissible, mais qui n'est pas très pathogène. Donc, aujourd'hui, en fait, le clade B, il serait plutôt dans la catégorie par là, quoi. C'est grave, mais pas trop. Parmi ces virus-là, on a beaucoup de zoonoses. Et puis, il y a des plans qui sont mis en place à l'échelle régionale, à l'échelle d'un établissement pour pouvoir faire face à toutes ces nouvelles pathologies émergentes. Et en fait, l'idée, c'est comment ça fonctionne. En fait, lorsqu'on a un cas suspect, on a un critère de définition de symptômes. Et du coup, l'ARS, en fait, on doit signaler systématiquement à l'ARS. Ils doivent pouvoir classer en compatible ou pas compatible. Et après, on déclenche la structure qui va avec, où ça va aller vers le SAMU, l'infectiologue et l'ARS. Et ils vont être pris en charge dans des circuits qui sont dédiés. C'est ça le mot que je cherchais. En gros, l'idée, c'est que les gens avec ce type de pathologie ne se pointent pas aux urgences parmi tout un tas d'autres personnes, qu'on arrive à les flécher, qu'on arrive à les identifier pour aller dans des circuits déjà, en gros, qu'il y ait un circuit où ils ne se mélangent pas avec le reste de la population pour pouvoir écarter ou les isoler de façon efficace, pour épargner le reste de la population. En vrai, ça marche plutôt bien. À partir du moment où l'information est diffusée, que ce soit aux médecins généralistes ou aux voyageurs au niveau de l'aéroport, ça marche plutôt bien. Donc, voilà, pour ce cours, en une demi-heure, je vous ai dit, c'était quand même assez plié, parce qu'il n'y a pas grand-chose à retenir, à part les définitions. Donc, c'est une infection qui augmente. La plupart de ces infections-là, en fait, viennent du monde animal, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des plans qui sont mis en place pour faire face à ces épidémies, à un niveau régional, à un niveau national, et même au sein d'un établissement. Et donc, il y a une surveillance qui est mise en place. Ce cours-là, c'est vraiment que des définitions, hein, donc il n'y a pas vraiment de scoop. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Ça vous va si on passe au dernier cours? Oui, non? Oui, ok. Alors là, il y a beaucoup de diapos, mais vous inquiétez pas, pareil, on va essayer d'aller à l'essentiel. Quand on se rapporte à l'item antiviral, pas
pareil, en fait, en pratique, il n'y a pas grand-chose à savoir. De ce que vous devez connaître en rang A, c'est vraiment, faut savoir les virus pour lesquels il existe un traitement. En rang B, un peu les grands principes du traitement antirétroviral, les médicaments contre le virus de la grippe, HSV, VZV. En pratique, ce cours-là, il est beaucoup plus vaste parce que je pense que c'est important à un moment donné dans votre cursus que vous ayez entendu parler de tout ça. Mais au final, si on a des questions un peu de cours, ça va être vraiment plutôt sur ces connaissances-là. Donc, ce qu'il faut savoir sur les antiviraux, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Que la majorité des infections, elles guérissent spontanément. C'est-à-dire que en fait, votre corps, votre système immunitaire, il est capable, avec ces mécanismes dont on vient de parler, de réagir et de lutter efficacement contre le virus. Par exemple, la fièvre jaune, qui est un cousin de la dengue, c'est transmis également par un virus. Par contre, on a une létalité qui est différente. C'est-à-dire qu'on a environ 60% de mortalité, de létalité, et c'est pour ça qu'il y a une obligation vaccinale depuis de très nombreuses années pour l'entrée dans certains pays où on sait où on a le virus et le vecteur. Et en fait, le vaccin, comme je vous ai dit tout à l'heure, il permet de créer les anticorps. Il faut 10 jours à peu près pour les créer, sauf que lorsque vous rencontrez le malade, quand vous rencontrez le virus, en fait, le virus peut vous tuer dans l'intervalle de ces 10 jours. C'est pour ça qu'il faut être vacciné au préalable. Donc les signes cliniques, c'est lié vraiment à la multiplication du virus dans le sang et donc la réponse du système immunitaire vis-à-vis de cette multiplication, et c'est ça qui donne les lésions. Et par contre, on a vu vraiment un progrès dans les médicaments antiviraux vraiment dans les 50 dernières années et clairement en lien avec le VIH. Donc, pour lesquels on a un traitement, pour les herpès, HSV1, HSV2, varicelle et CMV, le VIH, hépatite B, hépatite C, la grippe et le Covid maintenant. Pour le Mpox, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de traitement. En fait, si, ils avaient essayé de mettre en place un traitement, mais au final, qui n'a pas montré son efficacité. C'est ça qu'il n'y a pas de traitement. Pour le VRS, au final, ce n'est pas un traitement qui a été validé, mais c'était plutôt une vaccination des anticorps. Pour le polio, il n'y a pas de traitement actuellement. Et par contre, voilà, il n'y a pas de traitement pour le BV, pour l'arbovirose, la rougeole, le royon, la rage. Il n'y a pas de traitement. Excusez-moi. Oui. Il y a un traitement pour le VIH, le nom, le ribavirin, pas ça. C'est marrant parce que je pensais à ça en vous disant, en vous citant les oui. Oui, c'est pas un antiviral direct, mais voilà. Mais il n'affecte pas la réplication, comme pour le VIH. Comment ? C'est pour la réplication, non ? Alors, en gros, c'est ça que j'allais vous dire, c'est que en fait, les traitements qui marchent un peu pour l'hépatite B, l'hépatite C, on va les essayer du coup dans les autres types d'hépatites. Et donc, la ribavirine, j'allais vous en parler pour l'hépatite C parce que c'était le traitement de référence pour l'hépatite C avant la survenue des nouveaux antiviraux qui sont maintenant hyper efficaces. Et donc, oui, l'hépatite E, on va le traiter maintenant par ribavirine. Après, l'efficacité de la ribavirine sur l'hépatite E, elle est moyenne, un peu comme pour l'ancienne hépatite C. Mais oui. Mais c'est pareil, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que du coup, on va pouvoir essayer d'utiliser la ribavirine pour d'autres types de virus, notamment l'adénovirus chez l'immunodéprimé. Voilà, des choses comme ça. Donc, en fait, toutes les molécules, on n'a pas beaucoup de molécules, mais toutes les molécules qu'on connaît, on va essayer de les utiliser contre d'autres pathogènes. Par exemple, pour le SARS-CoV, avant de développer les molécules qui ont été
développés à l'heure actuelle. En fait, il y a eu plein d'autres essais avec des traitements déjà connus, notamment anti-VIH, etc. Donc oui, dans les molécules déjà existantes, on va pouvoir aller vers d'autres pathogènes qui peuvent être un peu similaires. Donc oui, l'hépatite A, on la traite par ribavirine, comme par exemple l'adénovirus chez l'immunodéprimé. Pourquoi c'est difficile d'avoir des antiviraux alors qu'on a plein d'antibiotiques, mais pourquoi est-ce qu'on a très peu d'antiviraux? Parce que il y a une partie liée au virus lui-même, en fait. Le virus, il est intracellulaire. En fait, il a vraiment besoin d'une cellule pour pouvoir se développer. C'est un parasite, en fait. Il peut pas, il a une incapacité à s'auto-répliquer. Il peut pas se répliquer tout seul. Et en plus, il y a plein de virus différents, à ADN, à ARN, et non seulement, et en plus, ils vont muter tout le temps. En fait, il y a cette variabilité génétique. En fait, ils vont se multiplier beaucoup, sauf qu'à chaque fois qu'ils se multiplient, ils créent des erreurs. Il y a certaines erreurs qui lui sont fatales, mais il y a d'autres erreurs en fait qui vont lui conférer un avantage. Et du coup, comme il change tout le temps, et ben c'est ce qui s'est un peu passé pour le Covid. Il y a eu des anticorps, mais en fait rapidement ils ont été has-been parce que les sites ont changé et du coup ça marchait plus. En plus, lorsqu'on veut créer un bon antiviral, il faut tuer le virus qui est dans la cellule, mais sans tuer la cellule. Et donc là, ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'antiviraux qui sont un peu toxiques, en fait, parce qu'ils veulent... on est un peu obligé aussi de tuer un peu la cible. Et les antiviraux qu'on a actuellement vont agir sur la phase de multiplication. Et du coup, ils ne peuvent pas éradiquer un virus qui ne se multiplie pas. Donc, quand il est dans sa phase latente, on ne peut pas l'atteindre, en fait. Et c'est pour ça que les antiviraux sont virostatiques et non pas virucides. Et c'est pour ça qu'on cherche des vaccins, parce qu'on n'arrive pas à développer des traitements efficaces. Et du coup, depuis qu'il y a eu la biologie moléculaire, c'est-à-dire que depuis qu'on a compris l'ADN, on a compris la multiplication, on a compris le cycle, on a pu trouver des cibles et c'est là où les traitements antiviraux se sont développés. Et comme on a besoin de savoir, en fait, ils sont très spécifiques. C'est pas comme les antibiotiques où c'est un peu large, on va tuer un peu tout et puis voilà. Non, là, en fait, c'est un antiviral pour un virus. Et donc, il faut qu'on sache si c'est ce virus-là. Et c'est pour ça que le diagnostic est très important. Si vous ne diagnostiquez pas la grippe, vous ne pouvez pas donner l'antigrippal qui va avec. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça qu'il faut pouvoir diagnostiquer. Donc, un bon antiviral, c'est lorsqu'il respecte les cellules normales. Donc, il ne faut pas qu'il soit toxique. Mais en même temps, il faut qu'il inhibe le virus. Et donc, il faut qu'il soit inhibiteur. Donc voilà, ça c'est vraiment les molécules anti-VIH qui, depuis les années 95, ont augmenté. Et aujourd'hui, c'est là où il y a le plus de progrès. Par contre, là où ça a été spectaculaire, c'est que les quelques molécules qui ont été développées pour l'hépatite C ont permis vont permettre probablement d'éradiquer l'hépatite C dans les prochaines années parce qu'elles sont très efficaces. En fait. Donc la ribavirine qu'on utilisait avant, en fait, on l'utilise pratiquement. Et donc, en fait, on ne peut avoir des molécules que si on a les virus. Il faut d'abord découvrir les virus pour pouvoir découvrir les molécules qui vont avec. Donc, les mécanismes d'action, et ça, ils sont vraiment dépendants du cycle viral. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pareil pour tous les virus. Ils vont entrer dans la cellule. Donc, d'abord, ils vont s'attacher à la membrane. Ensuite, cette fusion des deux membranes va permettre de rentrer tout le matériel à l'intérieur. Ensuite, donc il va y avoir une libération du génome par décapsidation. Ensuite, ce génome va se répliquer et après, il va à nouveau s'assembler et se libérer dans un dernier temps. Et donc, à chaque étape, on va essayer d'empêcher l'entrée de la cellule, d'empêcher son intégration dans le génome, d'empêcher la libération du génome viral, empêcher la synthèse du génome, empêcher la reconstitution par les protéases ou empêcher la libération. Et une fois que vous avez compris ce schéma-là, vous avez compris tout le reste du cours, en fait. C'est vraiment ça qui est important.
Et ce qui est intéressant là-dedans, en fait, ce que j'expliquais aux différentes promos, c'est qu'avant ce cours-là, il y a 5-6 ans auparavant, même plus que ça, j'ai commencé ce cours-là en 2019, c'était une virologue qui créait ce cours-là et du coup, elle suivait les étapes du virus. Et moi, c'est vrai que je ne me suis pas présentée en arrivant, mais je suis clinicienne et c'est vrai que je trouvais ça très intéressant d'avoir l'approche du virologue parce que nous, on a une approche très... on part des symptômes pour arriver au diagnostic et ensuite arriver au traitement. Et là, en fait, les virologues, ils font plutôt l'inverse. Ils font le diagnostic du virus et ils découvrent les traitements en même temps que dans les étapes du virus. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir un regard un peu différent. Et donc, c'est elle qui avait construit ce cours comme ça et je l'ai laissé parce que je le trouvais plutôt logique dans ce sens-là, même si c'est pas ma vision première. Et en gros, en fait, elle allait dans chaque étape et donner des exemples de différents virus, le VIH, la grippe, l'hépatite C, voilà. Mais là, on va se focaliser sur les antirétroviraux. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre la réplication du VIH. En gros, il y a cette première étage d'attachement qui est pareil pour tout le monde, mais la particularité du VIH, c'est qu'elle va utiliser un récepteur et un corécepteur, le CCR5. Et en fait, il va y avoir une liaison au niveau de ces récepteurs et corécepteurs avant de pouvoir être intégré, avant de rentrer dans le CD4. Le CD4 étant la cellule cible, c'est le lymphocyte CD4. Une fois qu'il intègre le TCT4, il y a cette première étape avec une enzyme virale qui est la transcriptase inverse, qui va transcrire l'ARN en ADN. Et après, il y aura une deuxième étape d'intégration. Encore une fois, ça va utiliser des enzymes virales et non pas des enzymes du corps. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on cible des enzymes virales, on est moins toxique que si on cible des enzymes de notre corps. Il va y avoir l'intégration dans notre ADN, la réplication, et après, en fait, il va sortir un génome tout fait, et après, en fait, il y a une protéase virale qui va le couper, et après, il va y avoir l'assemblement et la sortie. Et donc, la troisième étape, c'est vraiment cette protéine virale qui va être inhibée, et donc qui va empêcher l'assemblement de nouveaux virions. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous comprenez quelles sont les cellules du virus, on va pouvoir les cibler. Et cet article de 87 était assez visionnaire parce qu'ils n'avaient pas encore la possibilité ils venaient à peine de comprendre comment ça fonctionnait, qu'ils avaient déjà commencé à se dire, bah voilà, à cette étape, on va pouvoir faire ça, à cette étape, on va pouvoir faire ça. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore les premiers antirétroviraux. Et c'est à partir de la découverte de ce mécanisme qu'on a pu créer les traitements antiviraux. Et aujourd'hui, ça roule, en fait. Le VIH, c'est plus un problème. Et du coup, on a des virus, on a des molécules pour chaque étape. On a des inhibiteurs du CCR5, on a des inhibiteurs de fusion, des inhibiteurs nucléosidiques, des inhibiteurs non nucléosidiques, la transcriptase inverse, des inhibiteurs de protéase, des inhibiteurs de l'intégrase. Et maintenant, même des inhibiteurs de capside, qui est le lenacapavir, qui n'est pas là-dedans, mais... Alors, là, ça va être beaucoup d'exemples, donc je vais passer un peu vite parce que c'est pas vraiment... c'est l'objet du cours, mais c'est plus une illustration. Voilà, ça c'est un attachement habituel avec le corécepteur. C'est comme ça que ça se passe. Et du coup, vous avez quelque chose qui va inhiber cette fusion, en fait. Le fuséon... et qui pose problème parce que c'est qu'en injection, ça fait super mal et du coup, on n'utilise pas beaucoup à part dans des situations de résistance. À une époque donnée, il y avait également des inhibiteurs du corécepteur, mais pareil, on n'utilise plus parce que en fait, le virus, il a changé. Maintenant, il utilise un autre corécepteur qui est le CCR4.
CXCR4 pardon, au lieu du CCR5. Et donc, vous voyez, en fait, le virus, à partir du moment... C'est des êtres vivants, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment des êtres vivants. Donc, vous essayez de l'attaquer d'un côté et il va se défendre de l'autre. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des trithérapies pour vraiment essayer de cibler à différents endroits, sinon il mute. En fait, des fois, on va aussi utiliser la cellule elle-même. On va pouvoir phosphoryler pour qu'il soit efficace. Et donc, la différence entre nucléosidique et nucléotidique, c'est que les nucléotidiques ont déjà un phosphore. Et en fait, il faut 3 phosphores pour pouvoir rentrer là-dedans. Ces inhibiteurs, en fait, ils vont agir par interférence des acides nucléaires déjà en place. Et donc, en gros, pour créer la chaîne, en fait, il va choisir des perles et il va les enfiler. Et l'idée, pour créer une nouvelle chaîne, et l'idée, c'est de mettre une maille qui n'a rien à voir et qui va stopper la chaîne. Et du coup, il ne peut plus continuer. En fait, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée de l'inhibiteur nucléosidique. Et pour que cette maille soit choisie, il faut qu'elle ait 3 phosphores. Et voilà. Et en fait, il faut non seulement qu'elle ait 3 phosphores, mais en plus, il faut qu'elle soit choisie par l'enzyme. C'est pour ça qu'il faut qu'elle ait une affinité pour l'enzyme pour qu'elle soit choisie plus facilement, pour pouvoir stopper la chaîne. Voilà. Et en fait, on a ce mécanisme-là pour les anti-CMV, les anti-HSV, les anti-VZV. Et donc, son efficacité dépend de sa facilité à être phosphorylée, son affinité pour l'enzyme, pour être choisi. Et puis, il ne faut pas qu'il soit toxique, parce que s'il est aussi choisi par nos propres cellules au niveau de la mitochondrie, eh bien, il peut être très, très toxique. Et donc, en fait, ils ont développé tout un tas de molécules dans cette gamme, et aujourd'hui, on en utilise 4. Les autres ont été considérés comme trop toxiques. Et c'est marrant parce qu'ils avaient déjà prédit qu'il y aurait de la résistance, pareil en 96. Ils ont déjà prédit qu'il pouvait y avoir de la résistance parce que justement, lorsqu'on a une charge virale trop importante, en fait, et ben, si vous mettez une seule molécule, le virus il va apprendre et il va vite dégager la nouvelle molécule. D'où les trithérapies. Je vous passe donc ces inhibiteurs, en fait, ils vont vraiment être en association avec d'autres molécules pour pouvoir être efficaces. Je vous passe un peu les descriptifs de chaque médicament, parce que c'est pas tellement l'objet du cours. C'est quelque chose qui pourra peut-être être revu éventuellement dans le cours VIH, mais là, c'était vraiment à titre d'exemple. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le développement, il est vraiment dans le moins de toxicité possible. Avant, on utilisait le tenofovir. On s'est rendu compte que c'était toxique pour le rein, toxique pour l'os à long terme. Et du coup, on a changé de forme. On a trouvé une forme à la phénamide qui, en fait, est moins concentrée dans le plasma, mais plus en intracellulaire et du coup, est moins toxique, avec une meilleure tolérance rénale et osseuse. Vous avez d'autres façons d'inhiber cette même enzyme, donc par les analogues non nucléosidiques, où aujourd'hui on n'utilise que la ripibirine. Il y a un nouveau qui s'appelle la doravirine. Les autres, on n'utilise plus parce que ça avait trop d'effets secondaires, notamment à type de cauchemar, effets neuropsychiatriques. Et cette fois-ci, au lieu de changer la chaîne, eh ben, on va changer de la configuration. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de bouchon qui va se mettre dans l'enzyme. Et au lieu de pouvoir lire, en fait, il va fermer sa chaîne qui ne pourra plus lire l'ARN viral et le transformer en ADN. Par contre, ça ne marche pas sur le VIH2 parce que le VIH2 n'a pas la même enzyme, en fait, n'a pas la même transcriptase reverse. Et du coup, ça marche que pour le VIH. Pareil, il existe en association. Très bien. Après, on passe dans l'intégration du génome, donc dans une autre étape. Et ça, c'est clairement l'avenir des nouvelles molécules. Les nouvelles molécules qui ont été développées, elles sont vraiment là-dedans. Donc, il y a le dolutegravir, en bas, il y a le bictegravir, je ne sais pas si ça apparaît, et puis aujourd'hui, on a le cabotegravir qui se fait en injectable. Et ça, je vais vous passer rapidement les différentes étapes. En fait, il prend l'ADN viral qui a été fait par la transcriptase inverse et il va
couper, faire un groupement OH et l'intégrer à notre propre génome. Et aujourd'hui, c'est ces molécules-là qui ont une super bonne tolérance, une barrière génétique qui est plutôt acceptable et qu'on utilise au quotidien pour les patients VIH. Et après, la dernière étape, les inhibiteurs de la protéase. En fait, une fois que la transcription d'ADN a été faite, en fait, il y a la protéase qui va couper les différentes enzymes. Là, on voit sans protéase, ça reste quand même tout en bloc. Non, pardon, c'est l'inverse. Ça, avec la protéase, on va séparer les différentes parties, alors qu'avec sans la protéase, tout reste tout en bloc. Et du coup, c'est un virus qui n'est pas fonctionnel, parce qu'on ne l'a pas coupé. Ça, c'est des vieilles molécules, en fait. Mais elles ont plein d'effets secondaires à type métabolique, ça donne des diarrhées, c'est mal toléré, mais une forte barrière génétique, donc on l'utilise encore un peu, mais plus beaucoup. Par contre, on s'est rendu compte que pour qu'ils aient une demi-vie qui soit correcte, il fallait les booster, c'est-à-dire avoir un médicament qui augmente sa concentration. Et donc, c'est pour ça qu'on l'utilise toujours avec le ritonavir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé la même méthodologie pour le Covid, par exemple. Les médicaments anti-Covid, il y a du ritonavir parce qu'on sait que ça permet d'avoir une stabilité. Donc aujourd'hui, pour la trithérapie antirétrovirale, on associe deux inhibiteurs nucléosidiques, la transcriptase inverse, avec soit un inhibiteur de protéase, soit un inhibiteur non nucléosidique ou un inhibiteur d'intégrase. Et l'objectif, c'est une bonne tolérance et une bonne observance. Voilà. Aujourd'hui, avec un seul comprimé une fois par jour, on peut traiter les VIH et avec une espérance de vie qui est énorme. Excusez-moi, j'ai une question. Dites-moi. Oui, en fait, pour tout ce qui est les traitements PEP et PrEP, c'est les mêmes molécules ou pas? Et c'est à peu près quoi le mécanisme d'action? Dans le sens où, comment ça se fait que ça empêche la transmission, enfin le développement du VIH, s'il vous plaît? Oui, alors, PEP et PrEP. Alors, la PEP, donc c'est plutôt le TPE, j'utilisais ça plutôt en termes de TPE, c'est le traitement post-exposition. En gros, l'idée, c'est dans les 4 heures et jusqu'à 48 heures après un risque potentiel, et ça, il y a des critères pour évaluer le risque qui a été pris, on va traiter la personne avec une trithérapie. Donc, avec 3 molécules efficaces contre le VIH. L'objectif, c'est d'empêcher l'installation du virus dans le corps. En fait, plus tôt c'est pris, mieux c'est. Et l'idée, c'est de se dire, le virus, quand il va rentrer par une muqueuse, il va commencer à s'attaquer au système immunitaire et donc le lymphocyte et CD4. Et après, dans les jours qui suivent, en fait, il va créer des réservoirs et il va s'installer et puis on pourra plus l'éliminer. Et donc, le traitement très précoce, donc dans les 4 heures jusqu'à 48 heures, empêcherait, disons que l'idée, c'est qu'il inhibe le virus avant même qu'il s'installe dans les CD4, dans les lymphocytes. Et du coup, ça empêcherait une contamination. C'est ça le but. Et donc, c'est une trithérapie. Dans ce que je vous ai montré là, c'est une association de 2 inhibiteurs nucléosidiques, la transcriptase inverse. Et aujourd'hui, on utilise un inhibiteur d'intégrase parce qu'on sait que c'est ceux qui ont une bonne tolérance. Avant, on mettait un IP, mais c'était mal toléré. Et ça, on fait ce traitement-là pendant 28 jours, un mois post-exposition. Donc ça, c'est le TPE, le traitement post-exposition. Et après, vous avez la PrEP. Alors, la PrEP, c'est un concept un peu différent et plutôt intéressant, où ils se sont dit, si on donnait aux gens des molécules anti-VIH, donc ils aient une concentration suffisante dans leur corps, et on voit si ça empêche le virus de rentrer ou pas. Et clairement, ça a marché, en fait. Et la PrEP, par contre, c'est pas un traitement complet, c'est juste une association de 2 inhibiteurs nucléosidiques
de la transcriptase inverse. Donc, en fait, c'est une association de tenofovir et emtricitabine. Donc, ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, en tout cas, depuis le début de l'année en métropole, il y a une nouvelle molécule qui a l'AMM dans cette indication-là, qui est un inhibiteur de l'intégrase qui est donné par voie injectable tous les 2 mois en intramusculaire. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de ne pas faire un traitement complet, mais vraiment un traitement simplifié. Donc, soit juste un inhibiteur d'intégrase ou 2 inhibiteurs nucléosidiques. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on a de quoi combattre le virus déjà dans le corps. Et comme il n'est pas une concentration très élevée, avec cette association, cette monothérapie, ce sera suffisant pour pouvoir empêcher le virus de s'installer. Voilà. Ils sont partis de cette hypothèse-là et les études cliniques ont montré que ça a marché. D'accord, merci beaucoup. Excusez-moi. Oui. Du coup, j'ai une petite question, mais le Travuda, je crois ça, c'est pas du TDF et du FTC? Si. Ah, le Truvada, oui. C'est du TDF et du FTC, c'est tenofovir. Ok. C'est du tenofovir et de l'emtricitabine. En fait, TDF, c'est le nom, le nom court, quoi. Le nom, le nom complet, c'est tenofovir, dit, ça m'échappe, dit. L'autre, c'est alafénamide et l'autre, c'est le D, c'est pour. Je sais plus, dit quelque chose. C'est pas la forme alafénamide, mais c'est du tenofovir en fait. Et du coup, moi j'ai une autre question. Comment ça se fait au niveau de la posologie, on a une prise à la demande pour les AHSH et sinon pour le reste, c'est une prise continue. Enfin, je me suis toujours posé la question parce que en soi, la charge au niveau plasmatique, elle est la même, non? Justement, c'est ça, c'est une bonne question. Oui, mais c'est pas ça qu'on cherche à avoir. En gros, ce qu'on cherche à avoir, c'est pas la même dose au niveau du plasma. On cherche à avoir une inhibition au niveau des sécrétions génitales. En gros, on sait que en tout cas pour la PrEP, ça va être plutôt des prises de risque sexuelles. Et du coup, il faut que la concentration de ces molécules soit correcte dans les sécrétions génitales chez la femme et le sperme chez l'homme. Parce que c'est là où on veut inhiber le virus, parce que c'est par là qu'il va arriver. Et donc, alors ça, c'est des études de pharmacologie. Ils se sont dit qu'avec le discontinu chez la femme, on n'atteignait pas les concentrations suffisantes au niveau des sécrétions vaginales. Et c'est pour ça que chez la femme et chez l'homme trans, on préconise une prise en continu pour pouvoir atteindre ces concentrations. C'est ça la différence. Mais un truc que je comprends pas, c'est, je sais que dans la posologie du schéma continu, on préconise 7 jours pour l'homme et 21 jours pour la femme. Mais du coup, si c'est asséchage, pourquoi on peut faire une prise à la demande de la veille et du coup le jour même et après 24 heures après, enfin 24 heures après, je crois, je sais plus. Alors, en fait, il y a 2 schémas pour la PrEP. Donc, il y a le schéma discontinu. Donc, comme tu dis, c'est 2 heures avant un rapport sexuel à risque et jusqu'à 48 heures après le dernier rapport sexuel à risque. Donc, ça, c'est le schéma discontinu. Ça marche pour avoir des bonnes concentrations au niveau du sperme et ça marche pour éviter les contaminations dans une population de HSH. Par contre, ce schéma-là n'a pas... Alors, je pense qu'il n'y a pas eu d'études à grande échelle chez les femmes, mais les études pharmacologiques disaient que ça ne montrait pas une concentration suffisante au niveau pour protéger les femmes au niveau des sécrétions vaginales. Et c'est pour ça que, du coup, le schéma en continu, c'est tous les jours. En fait, tant qu'il y a une prise de risque, c'est en continu. C'est comme si on prend un comprimé tous les jours, quoi. Alors, par contre, c'est pas encore validé, mais ça va peut-être l'être dans les prochaines, dans l'année ou en tout cas dans les prochaines recos, où une prise discontinue chez la femme semblerait OK.
mais au lieu que ce soit 48 heures post-dernier rapport à risque, il faudrait que ce soit un peu plus long. Et de mémoire, je crois que c'est 7 jours ou 5 jours post-dernier rapport à risque. Mais c'est vraiment une concentration. Enfin, la différence de schéma elle est en lien avec la concentration au niveau des sécrétions génitales. C'est plus clair. Merci. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça, enfin, les études ont vraiment montré que ça marchait. Diphénamide. Ouais, ça m'échappe. Oui, je crois que c'est diphénamide et l'autre c'est alaphénamide. Mais je sais pas, ça va me revenir. Les hépatites, c'est le même principe, donc je ne vais pas m'attarder en tout cas sur les inhibiteurs de protéase. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment des virus qui sont différents. On a l'hépatite B qui est un virus à ADN et qui va s'intégrer au génome. Et du coup, c'est un peu comme le VIH, c'est des traitements à vie. On a certaines molécules qui sont les mêmes, notamment le tenofovir. Et pareil, que ce soit sa forme normale ou sa forme alaphénamide, ça marche contre l'hépatite B. On a la lamivudine aussi qui marche, l'amtricitabine qui marche, donc qui sont des molécules qui sont communes au VIH et VHB. Vous avez l'entecavir qui pour le coup est spécifique au VHB. Alors que le VHC, qui est un virus à ARN, est un virus un peu différent. Et là, clairement, avec les nouvelles molécules et les associations de nouvelles molécules, on a permis, on peut l'éliminer carrément on peut guérir de l'hépatite C. On peut éliminer toute trace d'hépatite C du corps. Donc, une fois qu'on a fini notre cycle de traitement, on est considéré comme guéri. Par contre, on peut l'avoir à nouveau. Avant, on traitait par ribavirine et interféron, et que maintenant, on recycle pour d'autres types d'hépatites, notamment, par exemple, l'hépatite D, qui va avec l'hépatite B. Et donc, les analogues nucléotidiques, on connaît déjà. Je ne vais pas revenir là-dessus. Excusez-moi. Oui. C'est pour juste revenir sur le traitement du VHB en utilisant encore les interférons. Parce que dans l'item, en fait, ils disent que c'était le seul traitement, je crois, pour éliminer le VHB en séroconversion, mais on l'utilise plus parce que c'est toxique. Enfin, je sais plus, ça fait trop longtemps. Oui. En gros, disons que les lamivudine, tenofovir, entecavir, enfin tous les autres, c'est un traitement à vie. On a très peu de séroconversion sur ce genre de traitement. En tout cas, quand on le présente aux gens, on le présente sous mode traitement à vie. Il est possible, alors moi je ne l'ai jamais utilisé l'interféron pour l'hépatite B, mais il est possible qu'avec l'interféron, on avait peut-être plus de risques, enfin plus de chances en tout cas de séroconvertir au niveau de l'hépatite B. Mais en effet, c'est hyper toxique, donc on utilise. Jamais vu utiliser ça pour l'hépatite B. Par contre, là, on l'utilisait plus, c'est lorsqu'il y avait des associations hépatite B, hépatite D. Et là, il était recommandé parce qu'il peut y avoir des hépatites un peu plus sévères. Sauf que maintenant, ils sont en train de sortir d'autres molécules pour l'hépatite D, dont l'efficacité est moyenne, mais la tolérance est quand même meilleure que l'interféron. Mais du coup, il n'y a que des immunomodulateurs qui peuvent, éliminer l'hépatite B en séroconversion. Il n'y a pas vraiment d'autres traitements. Non, je n'aurais pas interprété comme ça. J'aurais plutôt dit qu'avec l'immunomodulateur, on a un pourcentage plus important de séroconversion qu'avec les autres. En fait, tu peux avoir la séroconversion avec du tenofovir ou de l'amivudine, mais c'est juste que c'est plus faible. Le risque, la chance de séroconversion, elle est plus faible. D'accord, merci, j'ai compris. De mémoire, alors ça, pour le coup, je te dis de mémoire, mais j'aurais plutôt dit 10% avec ça et 30% avec l'interféron. Enfin, c'est pas non plus des taux de séroconversion miraculeux. Donc, ça, on en a parlé pour l'hépatite, pour le VIH. Et par contre, bonjour.
Ce qui a été développé dans les dernières années, c'est vraiment les antiviraux directs, notamment les inhibiteurs de la protéase et tout ce qui finit en Prévir, et les inhibiteurs de l'NS5A ou NS5B qui se terminent en Buvir, enfin, Asvir pour le NS5A et Buvir pour le NS5B. Et donc, en association de ces deux molécules, Prévir et Buvir, Asvir, on a pu faire des bithérapies anti-VHC, et aujourd'hui, le VHC n'est plus un problème thérapeutique en tout cas. Ça reste un problème diagnostique, il faut penser à diagnostiquer et le traiter, mais une fois qu'on le traite, on y arrive. Et donc, c'est là où on arrive à la ribavirine. En effet, ça a une action sur le VRS, ça a une action sur l'hépatite E, comme on disait tout à l'heure, ça a une action sur l'adénovirus. C'est un analogue de la guanosine, donc c'est pas un immunomodulateur, mais ça a des effets secondaires assez majeurs, notamment en termes d'anémie hémolytique. Voilà. Pour l'hépatite B, comme on disait tout à l'heure, c'est un virus à ADN. Et du coup, voilà, il y a des inhibiteurs nucléotidiques. Par contre, voilà, comme on disait tout à l'heure, le taux de séroconversion, il est quand même très très faible. Ça existe, hein, mais c'est faible. Pour les inhibiteurs de la protéase, donc les fameux Buvir, c'est cette partie-là, Prévir, pardon. C'est le même principe que pour le VIH, donc je ne reviens pas dessus. Et l'interféron, donc, qui sont des cytokines antivirales, immunomodulatrices, qui ont une demi-vie longue, surtout avec la pégylation, par contre, qui ont des effets secondaires assez importants, notamment en des syndromes pseudo-grippaux, mais surtout une dépression, en fait. Il y a une anorexie dans 15% des cas, donc les gens ne mangeaient plus, ils avaient de la diarrhée, ils étaient déprimés. C'est pas terrible. Et c'est pour ça que on l'utilise vraiment dans l'hépatite B chronique avec hépatite D. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les cas où j'ai vu utiliser, c'était vraiment lorsqu'il y avait une infection hépatite D associée. Avec des taux de succès qui étaient mieux qu'avec les autres, mais qui n'étaient pas non plus extraordinaires par rapport aux effets secondaires que ça avait. Et en fait, avant l'événement pour l'hépatite C, on utilisait une association interféron et ribavirine pour traiter l'hépatite C. Mais aujourd'hui, on fait plus. On a mieux. Très bien. Maintenant, on change de classe et on passe dans les herpès. On n'est plus dans les hépatites et le VIH. Et là, on a d'autres thérapeutiques. La cyclovir, le ganciclovir. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que en fait, dans le ganciclovir, c'est la même molécule que la cyclovir avec le groupement OH en plus, ce qui permet le passage hépatique. En fait, la cyclovir, il va y avoir un métabolisme hépatique et donc il y aura une perte dans l'absorption en fait de molécules, alors qu'avec la forme, avec le groupement OH là, en fait, on va pouvoir avoir une meilleure concentration au niveau plasmatique lorsqu'on le prend Péros. Donc ça, c'est plutôt IV, même si ça existe une forme Péros, et ça, on peut le donner Péros. C'est les pro-médicaments qui permettent la voie orale. C'est pareil pour le ganciclovir et le ganciclovir pour le système bleu. Donc, la cyclovir va la cyclovir, on va traiter HSV, VZV. La cyclovir, comme je vous ai dit, mauvaise absorption digestive et la biodisponibilité est meilleure pour le valacyclovir. Ça s'adapte au rein parce que c'est des molécules hyper méga toxiques au niveau rénal. Le famciclovir, qui est la prodrogue du panciclovir, j'avoue qu'on ne l'utilise pas beaucoup en maladie infectieuse, mais je sais que les dermatos l'utilisent pas mal pour les récurrences herpétiques essentiellement.
Il y a une indication dans le zonal immunocompétent, mais clairement, on utilise plutôt le valacyclovir. Et donc, dans les molécules anti-CMV, alors c'est pareil. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la transcription, il y a une étape, il y a différentes étapes dans lesquelles vont agir, et le ganciclovir, le cidofovir, le foscarnet, c'est globalement au niveau de la réplication. Ah oui, c'est là que j'avais pas mis le schéma, je m'étais dit qu'il fallait que je mette. Et en fait, il y a une enzyme qui, lorsqu'elle mute, elle va muter toutes les molécules. Donc, c'est ça qui est un peu précaire avec le CMV, c'est que vous pouvez avoir une mutation et tout le reste, toutes les thérapeutiques vont être un peu mises à mal parce que elles agissent tous en aval de cette molécule, là. Et donc, c'est le même principe. On a le ganciclovir, le valganciclovir pour augmenter la biodisponibilité. Il y a des effets secondaires un peu neuro, mais surtout hémato. Le cidofovir, qui est une molécule qui est donnée IV aussi, est hyper toxique au niveau rénal, au niveau de l'œil, mais parfois on est obligé de l'utiliser. Et le foscarnet, c'est la même chose. Il peut y avoir des tubulopathies, des ulcérations génitales, parce qu'en fait, ça acidifie vachement les urines et ça fait des ulcères. Et on va l'utiliser lorsque les deux autres molécules qui sont un peu moins toxiques ne peuvent pas être utilisées. Et puis, il y a des nouvelles molécules qui sont sorties dans le marché, notamment l'éthermovir en préemptif, c'est-à-dire ça se donne en oral et ça évite la récurrence CMV chez des patients très immunodéprimés, notamment après une allogreffe hémato. Et donc, en fait, ça va être utilisé vraiment en prévention. Et puis, la Maribavir, là, c'est marqué en sotodisme, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Les nouveaux antirétroviraux, oui, c'est ça. C'est l'éthermovir dont je vous ai parlé, en prophylaxie, pour éviter la réactivation. Et le Maribavir dans le même schéma. On passe ensuite à la grippe. Et donc, la grippe, vous avez deux molécules. Il y en a une qui va agir au niveau de la libération dans le cytoplasme et l'autre qui va agir plutôt à la fin. Ce qu'il faut savoir avec la grippe, c'est que vous avez plusieurs molécules de surface, dont l'hémagglutinine et la neuraminidase. Et c'est ça qui vous donne les nomenclatures. Quand on dit H1N1, c'est hémagglutinine 1 et neuraminidase 1. Et ainsi de suite. Il y a eu plein de médicaments, mais au final, il y a vraiment que celui-là qui est actif pour le moment. Les autres, ça marche pas. Enfin, en tout cas, on n'utilise plus. Et dans la libération du cytoplasme, il y avait ces molécules-là, l'amantadine et la rimantadine, qui avaient été développées. Néanmoins, on ne les utilise pas parce que ça ne marche pas contre tous les types de grippe, parce que c'est plus commercialisé. Ça, il y a trop d'effets secondaires, on ne les utilise pas. En tout cas, moi, je ne les ai jamais utilisés. Par contre, ce qu'on utilise, c'est vraiment les antineuraminases qui vont agir à la fin du cycle et donc qui vont agir au niveau de la libération dans le cytoplasme. Et là, le celtamivir, le Tamiflu qu'on utilise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, il faut l'utiliser dans la phase initiale, donc dans la phase virale. Plus tôt c'est mis en place, et mieux c'est. Et d'ailleurs, on l'utilise même en prophylaxie pour éviter le développement de symptômes chez des patients fragiles, notamment, par exemple, dans des chambres doubles, lorsque vous mettez les deux personnes, une qui a la grippe et l'autre qui n'a pas, vous pouvez traiter en prophylaxie celle qui n'a pas la grippe pour éviter qu'elle la traite. Le Covid, donc on vous avait parlé un peu tout à l'heure, il y a vraiment la phase virale et la phase inflammatoire. Dans la phase virale, il y a eu des traitements qui ont été développés, donc des antiviraux directs. Dans la phase inflammatoire, c'est celle qui donnait vraiment les symptômes de dyspnée et d'hypoxie et qui vont être traités par anti-inflammatoires, soit par corticoïdes, soit par des inhibiteurs de cytokines. Et après, on a pas mal utilisé les plasmas parce qu'il y avait des anticorps qui pouvaient essayer d'agir rapidement. Et donc, dans les antiviraux directs, ce qui a été développé, c'est le nirmatrelvir avec le ritonavir. Donc, le ritonavir, je vous en ai parlé tout à l'heure dans les traitements antirétroviraux. Et c'est le booster qui permet d'avoir un taux d'antiprotéase correct tout au long de la journée.
C'est prescrit dans les 5 jours après les symptômes. Ça marche un peu. Après, il y a le remdesivir, un analogue nucléosidique qui paraît actif sur la forme triphosphate, qui se donne en IV et qui est intéressant parce que le ritonavir, en fait, un des désavantages, c'est qu'il y a plein d'effets d'interactions médicamenteuses, pardon. Et donc, chez des patients qui ont d'autres médicaments, ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'on utilisait du coup le deuxième qui n'avait pas ces problèmes d'interaction médicamenteuse. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour rapidement parler, donner des exemples. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est compliqué d'avoir des antiviraux parce qu'ils ont une marge thérapeutique assez étroite. Il faut un diagnostic et c'est spécifique de chaque virus. On n'a pas quelque chose pour tous les virus. Il faut pas qu'il y ait trop de réplication virale parce que sinon on n'arrive pas le virus imite et on n'arrive pas à faire diminuer la charge virale. Et en même temps, il faut qu'il y en ait un peu quand même parce que si c'est complètement latent, on n'arrive pas à atteindre non plus. Donc c'est très limité lié à l'activité virale. Il faut pas qu'il y en ait trop, il faut qu'il y en ait un peu, ni trop ni pas assez. C'est toxique, c'est cher. Et il commence à y avoir des résistances. Comme je vous ai dit, pour le CMV, s'il y a une enzyme qui est mutée, tous les autres peuvent être mutés derrière. Et donc, voilà, il y a un risque qui est lié aux émergences. Alors, ces risques, il est augmenté lorsqu'il y a beaucoup de réplication virale, lorsqu'on n'a pas les doses thérapeutiques correctement, lorsqu'on traite longtemps et beaucoup, ou lorsqu'il y a des sanctuaires viraux. Alors ça, les sanctuaires viraux, c'est lorsque les virus se cachent à des endroits où les molécules ne vont pas, notamment pour le VIH au niveau cérébral ou au niveau testiculaire, etc. Il peut y avoir des endroits de cachette. Et ça aussi, c'est quelque chose qui apparaît assez vite après une primo-infection VIH. Voilà, donc on découvre de plus en plus de souches résistantes. Et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que comme on n'a pas beaucoup de traitements, il faut vacciner. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que il faut retenir le cycle viral. Et là, vous comprenez un peu toutes les cibles potentielles. Et c'est un peu le schéma principal du cours, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelques QCM, vous voulez les faire il y a également un WooClap, si vous souhaitez. Oui. Je vais vous mettre plutôt sous forme de WooClap. Pourquoi dans le traitement... Ah oui, il n'y a pas l'anafénamide, mais parce que c'est une vieille diapo, mais ça marche. Le tenofovir alafénamide, autant que le tenofovir, l'autre, je vais vous trouver le D, quoi. Sont efficaces contre le VHP. C'est en première intention du VHP. Le tenofovir alafénamide ? Vous pouvez parler, hein, ça m'arrange. Pourquoi c'est pas en première... Non, en fait, c'est pas en première intention parce qu'il n'existe pas tout seul. En fait, c'est ça que je voulais faire. On ne fait pas d'association pour le VHB. C'est un truc un peu plus stable et du coup, une monothérapie est suffisante pour diminuer le risque de récurrence. Mais du coup, l'anafénamide... Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, il est moins toxique. Attends, c'est ça. Il est moins toxique, certes, sauf qu'il n'existe pas tout seul. Donc, pour les gens qui ont une co-infection VIH, VHB, on va trouver des associations avec du tenofovir alafénamide. Par contre, les gens qui ont un VHB tout seul, on n'a pas de tenofovir alafénamide tout seul, en fait. On a le tout seul, c'est le viréad, qui est le tenofovir classique. Mais du coup, on peut mettre
l'entecavir. Souvent, c'est ce qu'on fait, on met plutôt de l'entecavir, mais pas forcément de tenofovir. Ou alors, chez des gens qui n'ont pas de problème de fonction rénale, ou on peut mettre du viréade, donc le tenofovir tout seul, mais et la formaldaphénamide, on ne l'a pas tout seul. Alors, je crois qu'il y a, enfin, de mémoire, il y avait une ou deux erreurs dans le truc. Mais on pourra en discuter avec plus sur les erreurs, et il me semble ne pas les avoir corrigées. À 21 ans. Sinon, vous avez toujours le code là-haut. Alors, quels sont les 3 modes de transmission du VIH? Alors, pourquoi cette question? Parce que quand on connaît les modes de transmission, c'est là où on peut faire la prévention. On a parlé beaucoup de PrEP, de TPE, de traitement post-exposition, de traitement pré-exposition, c'est la PrEP. Et du coup, si on connaît vraiment le mode de transmission, on peut cibler les mesures de santé publique.